Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séquence d'informations. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au programme de la semaine. D'un côté, la France, entre blocage, colère et désastre, et puis de l'autre, ce monde toujours secoué par des guerres interminables. Mais avant de s'attaquer à ce programme, bien sûr, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez-y, le petit clic sur le pouce en l'air juste en bas. Pensez aussi à écrire vos commentaires un petit peu en dessous. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de TVL si ce n'est pas déjà fait. A tout de suite. Et à mes côtés cette semaine, François Asselineau. Bonjour monsieur. Bonjour Élise Blaise et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois. Vous êtes président de l'UPR, ancien candidat à l'élection présidentielle. François Asselineau, pour commencer, on va s'attaquer à l'actualité nationale. La France est dotée d'un nouveau Premier ministre, sans ministre, sans budget. Est-ce que cette situation vous inquiète? Si avec ça. C'est avec ça d'inquiétant. Ce que je note, c'est que M. Bayrou a été remercié le 8 septembre, que nous sommes aujourd'hui samedi 20 septembre, donc 12 jours après, il n'y a toujours pas de gouvernement. Et le plus extraordinaire, c'est que la presse n'en parle pas d'ailleurs. On est peut-être parti sur un scénario à la belge. Vous savez, ils étaient restés pendant plus d'1 an sans gouvernement. Donc, moi, je suis d'une époque, si vous voulez, dans les années 70, 80, lorsqu'il y avait un changement de Premier ministre, le nouveau gouvernement était annoncé entre 24 et 72 heures après. En règle générale, c'était le lendemain ou le surlendemain. Et s'il fallait attendre 3 jours, ça suscitait des commentaires nombreux dans la presse. Là, ça fait maintenant 12 jours. Et alors, il y a des rumeurs comme ça. On apprend que le Parti socialiste aurait fait savoir que c'était Matignon ou rien. Donc, comme ils n'ont pas eu Matignon, ça sera rien. Madame Mathilde Panot a fait savoir que Madame Lucie Castetz, vous savez, qui avait été maintenant qu'elle n'était plus en odeur de sainteté, donc il est hors de question de la ressortir on ne sait pas d'ailleurs qui était cette dame, vous savez, elle avait fait quand même la une pendant quelques semaines, et on apprend qu'au Quai d'Orsay, il y aurait une lutte épique entre Monsieur Barrot, qui voudrait conserver son poste. Vous savez, il avait déjà gardé, après Barnier, il avait gardé le poste sous Bayrou. Ministre des Affaires étrangères. Mais dit-on que Bruno Le Maire voudrait revenir au gouvernement et prendre le poste du ministre des Affaires étrangères. À la bonne heure. Ce qui pourrait avoir d'ailleurs du sens, puisque je vous rappelle que Le Cornu a fait partie de la conjuration avec Édouard Philippe, avec Darmanin, avec Le Maire, et puis le tout était chapeauté par Thierry Soler, qui est ce conseiller de Macron qui est mis en examen à 13 occasions il y a 13 affaires sur le dos. Monsieur Le Maire a fait partie de cette conjuration. Et il est sorti de l'ENA au Quai d'Orsay. On dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, que le discours de Villepin de 2003, vous savez, contre la guerre en Irak, aurait été de la main de Bruno Le Maire, qui à l'évidence, alors si c'est le cas, il avait la main un peu plus heureuse que lorsqu'il a été envoyé au ministère de l'Agriculture. Il savait pas ce que c'était qu'un hectare. Et ensuite, quand il a été au ministère des Finances, où là, il sait pas lire un bilan. Voilà. Donc, cela dit, on a pu apercevoir un petit peu ses compétences en matière de politique étrangère, puisqu'il avait promis de mettre l'économie russe à genoux. Alors, c'était un peu de l'économie et un peu de l'affaires étrangères. C'était peut-être plus de l'économie. Bon, enfin, bref. Alors, il semblerait qu'il y a peut-être, vous savez, c'est comme les 4 mousquetaires 20 ans après. C'est-à-dire que peut-être, monsieur Le Cornu va essayer de le faire rentrer au gouvernement. Enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà. Moi, à mon avis, il va garder Rachida Dati parce qu'elle a des capacités de nuisance. Je pense qu'il va garder Monsieur Retailleau parce que c'est bien qu'il soit au ministère de l'Intérieur, à mon avis. Enfin, pour eux, vu leur point de vue. Je pense qu'il va garder Monsieur Lombard au ministère des Finances. Alors ça, tiens, c'est intéressant parce que Éric Lombard, il est quand même au ministère des Finances. On parle sans arrêt de dette, de budget, et il est totalement invisible. Voilà. Comment vous l'expliquez, ça ? Mais vous savez, on voit plus grand monde d'ailleurs en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Macron, il a un peu disparu de la circulation. Je pense qu'il y a quand même des communicants qui ont dû lui dire, écoutez, là, vous êtes à 16% de satisfaction
officiellement, et je suppose que les instituts de sondage ont dû redresser, comme on dit le truc, parce que ça se trouve, il est en dessous de 5%, enfin, je sais pas. Donc peut-être que Mimi Marchand est ressorti de la naphtaline ou de sa prison pour dire « il faut surtout que vous arrêtiez de parler », je pense que ça doit être ça. Donc on l'entend un peu moins. Monsieur Le Cornu, il est un petit peu... il donne l'impression d'être un tout petit peu plus politique que Bayrou. Bon, c'est difficile de l'être moins. Parce qu'il a quand même, les 2 annonces qu'il a faites sont peut-être plutôt habiles, si vous voulez. Il a dit il renonçait à supprimer les 2 jours fériés. Bon. Ça fait quand même plaisir à l'opinion, donc il a fait un petit peu baisser la pression. Ce qui était surtout stupide, c'était d'annoncer qu'on allait retirer 2 jours fériés, je crois. Bien sûr, et c'est surtout que Bayrou se soit agrippé à ça comme une rapette sur son rocher, si vous voulez, comme un bernic qu'il fallait lui arracher ça, enfin c'est incroyable. Surtout qu'en plus de ça, le bénéfice de supprimer 2 jours fériés, en termes économiques, vous savez qu'en termes macroéconomiques, les gens s'interrogent, hein, parce que ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Parce que les jours fériés, si c'est notamment au mois de mai, les ponts, ça fait tourner le commerce, ça fait tourner le tourisme, ça fait tourner les restaurants, etc., en zone rurale, etc. Donc si les gens restent chez eux, c'est pas forcément évident que ça augmente le PIB. Hein. Bon, bref. En attendant, Bayrou s'était agrippé à ça au-delà de toute raison. Bon. Le Cornu a jugé utile de faire baisser la pression, de supprimer ça. Et puis la deuxième chose aussi qu'il a annoncé, c'est qu'il s'en prend un peu aux avantages des premiers ministres. Parce que ça, c'est quand même une maladresse insigne de Bayrou, comme de toute cette camarilla, c'est de demander des avantages aux Français, enfin des efforts aux Français, pardon, et de ne remettre jamais en cause leur propre mode de vie. Le pompon, c'est quand on avait appris que Bayrou avait dépensé 40 000 € pour faire refaire son bureau à la mairie de Pau, lui rendre son ancien prestige, enfin c'est quand même extravagant. Donc ne pas sentir que l'opinion publique, elle est à bout, elle est chauffée à blanc et il faut quand même montrer que si effort il doit y avoir, ils doivent être quand même un petit peu répartis pour tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu de la démagogie aussi? Parce que je crois qu'il y a plusieurs commentateurs qui ont un peu fait les calculs autour de ces privilèges, parce que c'est une toute petite partie des privilèges des anciens premiers ministres que Sébastien Lecornu semble cibler, et en réalité ça serait une économie entre 60 et 100 000 € par an. Oui, alors, bien entendu, alors, tout certes, ça... le symbole, voilà, très bien, mais tout le symbole, il est là. Le problème de Lecornu, c'est que c'est encore une fois une fausse fenêtre. Parce qu'on est dans un monde qui est devenu quasiment névrosé. Si vous savez ce que c'est qu'une névrose, c'est l'incapacité de quelqu'un de vivre au jour le jour. Voilà, le névrosé, c'est quelqu'un qui pense toujours à ce qu'il fera dans 6 mois, dans 1 an, toute la politique française, il n'y a plus que ça. C'est-à-dire, dans X mois, je vais faire ci, je vais faire ça. Rappelez-vous d'ailleurs, Macron, il avait annoncé qu'il allait reconnaître l'État palestinien. Ça y est, l'Assemblée générale de l'ONU, alors ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est pareil. Donc on a M. Lecornu qui a dit qu'il allait prendre un décret pour réduire les avantages au Premier ministre, mais... déjà, on ne sait pas exactement ce qu'il va réduire, parce que ils ont un salaire très confortable, ils ont des gardes du corps, ils ont une voiture de fonction, ils ont un secrétariat, enfin, ils ont quand même beaucoup de choses. Et si j'ai bien, on ne sait pas ce qu'il va réduire, et puis il a dit qu'il allait prendre un décret, ça serait limité à 10 ans. Mais on ne sait pas si les 10 ans, c'est à partir de maintenant, ou si c'est rétroactif. Par exemple, madame... comment s'appelait-elle? Edith Cresson, qui a été Premier ministre, vous savez, qui a été une coruscante Premier ministre. Vous savez, ça s'était terminé c'était en eau de boudin, cette histoire, c'était d'un ridicule achevé. Elle est quand même... bon, c'était dans 1992, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait plus d'un tiers... ça fait un tiers de siècle. Donc elle émarge toujours au truc. Bon. Donc est-ce que les 10 ans s'appliquent dès maintenant? Typiquement, Edith Cresson, qui est ancien Premier ministre, elle a 91 ans, j'ai vérifié dans la semaine justement suite à cette affaire, et elle a toujours une protection policière? 91 ans? Alors, écoutez, normalement, je pense que oui. Je n'en sais rien. Je ne suis pas allé vérifier. Je n'ai pas les moyens de... Cela dit, on a vu que les policiers pouvaient aussi nourrir les poules. Ça, oui. Ça, c'était pour Mme Braun-Pivet. Ça, c'est autre chose. Mais s'agissant de... Vous savez, il y a aussi un problème. Un problème, c'est que M. Macron est devenu une fabrique à Premier ministre, en fait. Maintenant, il y a quand même 17 anciens Premiers ministres, hein.
Il fut un temps où les premiers ministres, c'était une denrée rare. Maintenant, ils vont pouvoir partir en colonie de vacances. Vraiment, c'est considérable. On se demande même d'ailleurs si ça n'est pas devenu maintenant une espèce de... considéré comme un peu le loto. Parce que si vous êtes nommé Premier ministre, si vous tenez 6 mois, au bout de 6 mois, paf, automatiquement, vous devenez Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Donc bleu, la rosette bleue sur canapé or, s'il vous plaît. Et deuxièmement, vous avez tous les avantages que je viens de dire. Ce qui veut dire que Michel Barnier, non. Voilà, ce qui fait dire que Barnier s'est fait avoir dans le truc. Pourtant, c'était votre favori en plus. Oh, mon favori. J'avais dit, non, j'ai jamais dit ça, j'avais dit que c'était sans doute le moins mauvais. C'est pour ça qu'il est resté le moins longtemps. Voilà, je pense que ce que je dis reste exact. Cela étant, il était extrêmement décevant parce que j'espérais qu'il mettrait en œuvre ce qu'il avait expliqué lors de la primaire des Républicains, où il avait dit qu'on ne pourrait pas résoudre le problème de l'immigration sans remettre en cause les traités européens et qu'il fallait donc sortir des articles 67, 77, 78. Donc je m'étais dit bravo, voilà. Et puis, wait and see, on a attendu, on a vu. Donc, il n'a rien fait. Le problème qu'il y a, vous l'avez raison, c'est que tout ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faudrait... Je peux vous dire que si je suis élu un jour à l'Élysée, je peux vous dire que ça déménagera. Parce que c'est vraiment... ça sera la commission de la hache. Mais c'est la vraie commission de la hache. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on vous dit, voilà, on va faire une commission de la hache. Avec un gouvernement resserré. Avec un gouvernement resserré. Puis, alors, en fait, de gouvernement resserré, vous avez ensuite... Il y a plus de secrétaires d'État. Voilà, après, vous avez 45 ministres. Et puis, la commission de la hache, où on doit, paraît-il, y aller à Franco, ça se termine, c'est plutôt, comment dirais-je, la commission de la pince à épiler, si vous voulez. C'est-à-dire, on retire un petit truc par-ci, par-là. Parce que le Cornu a dit qu'il allait justement réunir un aréopage de hauts fonctionnaires, de retraités de différentes opinions politiques, pour voir quelles sont les structures qu'on pourrait supprimer. Pour prendre un peu de hauteur de vue, je rappelle quand même aux auditeurs que le problème de la France actuellement, c'est que vous savez qu'on a été dégradé de double A moins à A plus par Fitch Ratings, et on attend il va y avoir les mêmes décisions qui vont être prises par Moody's et par Standard & Poor's. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour commencer à réduire la dette publique de la France, il faut passer à ce qu'on appelle un excédent primaire en matière budgétaire. Alors, je vous passe les détails, mais il faut faire des économies de 130 milliards d'euros. Et M. Bayrou proposait des économies de 40 milliards. Et même ces économies de 40 milliards ont été jugées socialement impossibles. Donc vous voyez le drame. Alors justement, parce qu'on a le sentiment que Emmanuel Macron, globalement, maintenant, aujourd'hui, on est à 3 400 milliards d'euros de dette. Globalement, quand il est arrivé, c'était 2 000 milliards. Donc oui. Il a réussi à réunir 1 400 milliards depuis son arrivée. Il a endetté en 7 ans et demi. Il a endetté la France 2 fois plus que Mitterrand en 14 ans. Alors que Mitterrand, c'était déjà... C'était déjà bien, oui. Et à partir de là, on se dit comment on peut retourner la situation. Parce qu'effectivement, vous venez de le dire, le coût social, il y a forcément une réticence de la part des Français qui, objectivement, ne voient pas qu'on a emprunté. On ne peut pas dire que c'est la théorie du ruissellement pour les Français. Aujourd'hui, ils souffrent plutôt plus qu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc on se demande un petit peu comment quelqu'un qui sait faire pourrait redresser la barque. C'est une situation qui était extrêmement difficile, parce qu'en plus de ça, si par exemple on arrivait quelqu'un avec une commission de la hache et qui en effet taillait de 140 milliards dans les dépenses publiques, même si c'était socialement accepté, il faudra bien de toute façon aller un peu dans ce sens. Ça en a un effet dépressif sur l'économie française considérable, c'est-à-dire on entrerait en récession. Et donc c'est pour ça que le pilotage de l'économie c'est toujours difficile, si vous voulez. C'est que vous ne pouvez pas. C'est comme par exemple si vous êtes imaginons un avion qui arrive et puis lui on voit qu'il est très juste en kérosène avant d'atterrir. Donc il va diminuer la consommation de kérosène comme diminuer les dépenses, mais il ne peut pas la diminuer au point que d'un seul coup couper les moteurs. Vous voyez, donc c'est un petit peu ça la problématique. Moi je le dis depuis 18 ans, si vous voulez, on a des dépenses qui sont absolument considérables et qui sont faites pour des raisons idéologiques. On a déjà la sortie de l'Union européenne, c'est 10-12 milliards d'euros d'économies.
la sortie de l'OTAN, 500 millions d'euros d'économie. Arrêter de donner de l'argent à l'Ukraine, c'est plusieurs milliards, on ne sait pas, 10 milliards, 12 milliards d'euros d'économie. À l'ensemble des... comment dirais-je, sortir de l'euro, et rétablir les contrôles aux frontières, ça veut dire au passage d'abord lutter contre l'immigration, donc faire des économies sur justement les prestations sociales qui sont versées aux immigrés qui arrivent de façon pléthorique maintenant avec la politique de l'Union européenne. Pourtant, Éric Woerth qui a été ministre du Budget, a dit que l'immigration aujourd'hui en France, ça coûtait 0. Oui, mais ça, ce sont des problématiques. Enfin, je ne comprends pas que M. Woerth se lance là-dedans. Si vous voulez, ça me fait penser à ce que disait Pierre Dac, hein, tout est dans tout et réciproquement. Vous pouvez toujours trouver des arguties macroéconomiques pour prouver que ci, pour prouver que ça. Il y a des gens. D'ailleurs, les choses sont parfois vraies en même temps. Par exemple, c'est vrai qu'on ne peut pas couper toute immigration. Regardez les médecins. Si vous allez dans les hôpitaux, vous trouvez qu'il y a un nombre de médecins considérables qui ne sont pas français, qui viennent de tous les pays du monde d'ailleurs. Ça, c'est de la faute au fait qu'on n'a pas formé de médecins. Alors, bon, c'est très regrettable, c'est scandaleux, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous ne pouvez pas arrêter de faire venir des médecins venant de l'étranger, provisoirement peut-être. C'est pareil pour le clergé. Tiens, cher à Monsieur de Villiers, voilà. Ben, si vous allez dans des églises dans la Nièvre ou je sais pas quoi, ou fin fond de la France profonde. Moi, j'en parle de connaissance de cause. Dans la Nièvre, je vous assure, les curés qui font la messe, les prêtres qui font la messe, il y a eu un Togolais, un Béninois, un Ivoirien et puis un Mexicain. Donc, c'est un petit détail, vous me direz. Mais vous voyez, ça veut dire qu'il y a des métiers en tension. Ça, je disais ça, c'était un petit cadeau spécial pour M. de Villiers. Il y a des métiers en tension sur lesquels il y a besoin de ça. Et par ailleurs, on ne peut pas dire non plus qu'on a besoin d'immigrés globalement, puisque le taux de chômage des immigrés est supérieur au taux de chômage des Français. Donc, vous voyez, les questions de l'immigration, c'est toujours des nuances. C'est difficile d'avoir des propos du style Yaka Faucon. Et puis surtout, sur ces questions d'immigration, puisque l'on en parle, je rappelle pour la énième fois que ce ne sont pas les Français qui décident. Hein, c'est la Commission européenne qui fixe 4 millions d'immigrés nouveaux par an. Voilà, hein, ça a été dit, redit, et pas seulement par Asselineau, mais à l'origine par Ylva Johansson, qui était la commissaire européenne de nationalité suédoise, qui avait dit ça dans un colloque il y a 2 ans à Barcelone. Bon, j'imagine que je dois comprendre que vous n'avez pas signé la pétition de M. de Villiers, du coup, contre l'immigration. Vous voulez parler de cette opération commercialo-politique qui était M. de Villiers? Comment ça? Une opération politique, c'était pour redonner la parole aux Français, non? Non, c'est d'abord une opération commerciale. Vous savez que M. de Villiers va sortir son livre populicide le 8 octobre, et vous avez vu que dans cette pétition, il y a des disclaimers à la fin. Vous savez ce qu'on appelle des disclaimers sur la pétition. C'est-à-dire vous avez en petite footnote que vous autorisez M. de Villiers à vous faire passer des informations et que vous autorisez Lagardère Média, qui est une propriété Bolloré, à utiliser le fichier. Vous avez vu ça? C'est sur la pétition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont signé cette pétition, ils vont probablement recevoir une offre ça s'appelle constituer un fichier de prospect en termes commerciaux. Donc c'est une opération ça n'ôte rien au fait qu'il a souhaité faire une démonstration de force pour montrer que les Français voulaient faire un référendum sur la question de l'immigration. Oui, mais alors ce qui me gêne, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans cette opération. Premièrement, le référendum sur l'immigration, c'est pas lui qui l'a inventé. C'est le Front National, il faut quand même le lui reconnaître. Le Front National, depuis des années, le demande. Accessoirement, je le signale, c'était déjà dans mon programme en 2017. Moi, je proposais qu'il y ait un référendum sur les questions migratoires. Sauf que moi, c'était autrement mieux ficelé, parce que, comme je viens de le dire à l'instant, ça ne veut rien dire, un référendum sur l'immigration. D'ailleurs, si vous avez lu la pétition de... vous devriez la lire, parce que c'est quelque chose... Il joue sur l'émotif et sur l'émotionnel, la France est en train de disparaître, etc. Mais il n'y a pas de question. Or, pour acquis, ça c'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles, excusez-moi. C'est qu'un référendum. Excusez-moi, mais faire une pétition pour demander un référendum sur l'immigration, c'est pas écrire le texte d'un référendum sur l'immigration. Oui, mais on aimerait savoir ce que c'est quand même. On aimerait savoir quelles seront les questions posées. Parce que ça veut dire quoi un référendum sur l'immigration? Est-ce qu'on est pour ou contre l'arrêt total de l'immigration?
Est-ce qu'on est pour le maintien d'un flux migratoire pour les étudiants, pour les métiers en tension? Est-ce qu'on est pour ou contre la fin du regroupement familial? Est-ce que l'on est pour ou contre servir l'AME, enfin les différentes aides sociales à des immigrés qui n'ont pas cotisé? Est-ce que c'est ça les vraies questions, si vous voulez, qu'il faut poser? Moi, je suis faux. C'est ce que je proposais dans mon programme en 2017. Voilà. Et donc là, on a affaire à une pétition. Dire, Monsieur De Villiers, il arrive après la bataille. Enfin, dire, avant moi, il y avait le Front National, mais qui lui était resté dans un cadre très général aussi. Moi, je n'aime pas les trucs généraux parce que, vous savez, c'est ce que disait Jean-Jacques Rousseau. Les idées générales sont la source des plus grandes erreurs des hommes. Voilà. Et moi, j'aime bien la précision parce que si on veut traiter des questions migratoires, il faut être dans la précision. Et surtout, il y a quand même un sujet qui est évoqué au début de la lettre de la pétition de Monsieur De Villiers, mais qui n'en tire aucune conséquence. C'est que de toute façon, sa pétition n'a aucun sens. Puisque de toute façon, les questions migratoires ne dépendent plus de la France. Je le dis, ça fait quand même depuis le 1er janvier 1999 que dans le traité d'Amsterdam, les questions migratoires ont été transférées à la Commission européenne. Voilà, ça fait donc 26 ans, Monsieur De Villiers, ça fait un quart de siècle. Un quart de siècle que c'est désormais, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Commission européenne qui fixe le quota de 4 millions. Donc normalement, ce que Monsieur De Villiers devrait faire, comme toutes les personnes qui disent « Moi, je suis démocrate ». Moi, j'ai vu, il y a des gens qui... Ah oui, j'ai vu que c'était... Ah oui, Monsieur Messia... Monsieur Messia, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il me traite... C'est une distribution aujourd'hui. Oui, il me traite d'immigrationniste. Je ne suis pas immigrationniste, c'est quoi ça? Moi, je suis démocrate. Il y a 70-75% des Français qui ne veulent plus qu'il y ait d'immigration torrentielle. Ça, on le sait. Y compris d'ailleurs... Si je peux me permettre, torrentielle, ça ne veut rien dire. Oui, non, je sais bien que ça ne veut rien dire. Y compris beaucoup de Français d'origine immigrée eux-mêmes, ce qu'il faut bien préciser. Et moi, ce que je dis dans ces conditions, c'est que la première chose à dire aux Français, c'est que c'est plus nous qui décidons, c'est l'Union européenne. Donc dire qu'on va faire une pétition tout en disant qu'on reste dans l'Union européenne, ça ne va pas du tout. Il y a contradiction dans les termes. Et puis, par ailleurs, donc il n'y a pas, on ne sait pas ce qui était là où les questions. La remise en cause de l'Union européenne. Alors j'ai vu que M. De Villiers, d'un seul coup, il a dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Vous avez vu, il a fait un... Mais il est donc cohérent. Oui, mais il a quand même eu le culot de dire qu'il était le premier à dire ça, qu'il avait plusieurs années d'avance, comme d'habitude, sur tout le monde. Vous avez vu cette déclaration? Bon, je le connais bien, hein, c'est un plaisantin, c'est un taquin. Enfin, c'est quand même assez désagréable, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui me suivent depuis 18 ans. Parce que tout le monde, d'ailleurs, il s'est un petit peu ridiculisé dans cette affaire. C'est de dire qu'il est le premier à proposer la sortie de l'Union européenne et qu'il a plusieurs années d'avance sur les autres. Ça s'appelle un mensonge, voilà. Bon, il avait fait campagne contre Maastricht. Oui, bien sûr, mais Pasqua aussi. Pasqua aussi, il avait fait campagne contre Maastricht. Mais Pasqua est mort. Oui, non, mais des gens que j'ai connus, il y avait Pasqua, il y avait, comment il s'appelle, Philippe Séguin, il y avait des gens de gauche, etc. Mais Pasqua, que j'ai bien connu, tout en ayant fait campagne contre Maastricht, je refusais la sortie de l'Union européenne. Et M. De Villiers, j'ai pas rêvé, en 2022, il a soutenu Zemmour qui refuse bec et ongle de sortir de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que quelqu'un dit d'un seul coup qu'il faut sortir de l'Union européenne qu'on doit dire, ah ben ça y est, Godé Hamous, Abemous, papam. Non. Et c'est que nous avons, voilà, quelqu'un, moi je me réjouis que M. De Villiers ait déclaré qu'il fallait sortir de l'Union européenne. J'aurais préféré qu'ils reconnaissent que depuis 18 ans, il y a un mouvement politique qui s'est développé, qui se développe très bien, parce que notre chaîne UPR TV a 502 000 abonnés sur UPR TV, alors que sa chaîne à lui fait 130 000 abonnés. Donc je pense qu'il n'a pas bien compris l'importance. Oui, alors lui, il est sur CNews, on peut en reparler dans un instant. Mais ce que j'aurais apprécié, c'est qu'il dise, bah oui, en effet, il faut rejoindre l'UPR, il faut rejoindre la CNews. Non, pas du tout. Il crée une nouvelle chapelle. Et puis, en fait, c'est pas sérieux parce que il n'en tire pas les conséquences. S'il en tirait les conséquences, il ne devrait pas faire un référendum sur sur l'immigration. Il devrait exiger un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Parce que M. De Villiers, comme d'ailleurs toute la bande à Bolloré, hein, tous ces gens, ils passent leur temps à stigmatiser un truc qui est l'immigration. Monsieur De Villiers présente, j'ai vu dans sa pétition, l'immigration comme étant le sujet le plus important de l'actualité. Je ne suis pas d'accord. L'immigration est un sujet grave et important, c'est vrai.
Mais la destruction de l'agriculture française, qui est en cours, avec notamment bientôt le Mercosur, c'est très grave aussi. La destruction de l'industrie française, c'est immensément grave. La destruction de la ruralité, avec la fin de nos communes, c'est extraordinairement grave aussi pour notre identité nationale. La mise en cause de la santé publique, avec notamment toutes les pourritures qu'on va avoir avec le marché, l'acétamipride qu'on est obligé, on l'interdit en France, mais on est obligé de l'importer dans le Nutella fabriqué en Italie, c'est très grave aussi. L'écologie, c'est aussi très grave. La guerre en Ukraine, c'est extrêmement grave. Et tout ça, ça découle, tout ça, moi je m'attaque au sommet de la pyramide. Le sommet de la pyramide, c'est notre appartenance à l'Union européenne, qui nous impose toutes ces politiques. Mais M. de Villiers fait comme toute la bande à Bolloré, c'est-à-dire qu'il ne s'attaque qu'à seulement l'immigration. Mais est-ce que vous faites pas un peu la même chose? C'est-à-dire que lui, il fait peut-être un focus sur l'immigration, mais vous faites un focus sur l'Union européenne. On a vu Viktor Orban parfois résister et ne pas appliquer des directives européennes. Allez regarder le taux... Non, attendez. Non, mais je ne vous parle pas de l'immigration, pas forcément de l'immigration, mais on voit bien par exemple que là, en ce moment, il y a des pressions pour couper notamment le pétrole russe. Pour le moment, la Slovaquie, la Hongrie résistent. Il y a une capacité aussi pour les pays, pour les États-nations, si tant est qu'ils aient des dirigeants qui souhaitent le faire, de résister à la dictature européenne. Oui, mais attendez, je suis d'accord que quand vous êtes en prison, vous pouvez vous procurer en douce un téléphone portable pour téléphoner à votre copine. Bon, ok. Bon, mais c'est pas une solution, ça. C'est quoi, ça c'est se moquer du monde. Non, il y a quelque chose qui est vraiment très important. Et d'ailleurs qui revient sans arrêt avec comment dirais-je, le procès qui m'est fait, à moi particulièrement, que je voudrais pas l'union des souverainistes, etc. Ça faisait longtemps. Oui, non, mais c'est sans arrêt. Bon. Je constate que si je vous en parle pas, vous en parlez. Oui, mais parce que j'en ai entendu encore parler hier chez André Berkoff sur Sud Radio, avant-hier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mouvement politique que j'ai créé, de par sa charte fondatrice, s'attaque au problème central de la société française. Le problème numéro 1, c'est pas l'immigration, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas la fin de l'industrie, c'est pas l'acétamipride, c'est le fait que nous ne sommes plus souverains. C'est le fait que nous avons perdu, c'est plus les Français qui décident. Et donc, si l'on veut, par exemple, régler la question migratoire, mais si l'on veut aussi sortir du conflit avec la Russie, ou si on veut légiférer contre les neurotoxiques, ou si on veut redresser, réindustrialiser la France, tout converge vers ce sommet de la pyramide qui est notre appartenance à l'Union européenne. Or, je l'ai déjà expliqué, vous me permettrez de le redire ici parce que ça n'est pas compris. Pour avoir cette majorité-là, on l'a vu le 29 mai 2005. Il y a eu 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne. Il y avait 30% qui venaient de la droite et 25% qui venaient de la gauche. C'est-à-dire que tant que vous avez des médias qui font en sorte de bien différencier droite et gauche, je ne dis pas que droite et gauche c'est pareil. Je suis bien d'accord que c'est des choses très différentes. Mais il se trouve que tout au long de notre histoire collective, il y a eu Charles VI avec le traité de Troyes de 1420, vous avez eu 1940, là c'est la situation actuelle. Il y a des moments dans notre histoire où il faut que l'ensemble des Français patriotes se rassemblent, malgré leurs divergences, pour reprendre leur souveraineté. C'est-à-dire que tant qu'on aura des gens, la bande à Bolloré, qui veut essayer de nous faire croire que le Frexit, c'est un truc d'extrême droite focalisé sur l'immigration, Monsieur de Villiers, c'est un repoussoir pour toute la gauche. Donc, ça veut dire qu'on sera focalisé et on sera lié à des gens comme Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Madame Marion Maréchal, Monsieur Zemmour, Madame Knafo, qui refusent de sortir de l'Union européenne. Donc, le truc le plus vicelard dans toute cette opération, c'est que les gens qui pensent qu'on va régler le problème de l'immigration en soutenant Monsieur de Villiers, en fait, ne se rendent pas compte que c'est le contraire qui va se passer. C'est-à-dire qu'ils vont se focaliser, renfermer les partisans du Frexit à l'extrême droite, et nous n'aurons jamais cette majorité qui permettra de l'obtenir. Est-ce que je me fais comprendre? Et pour que les gens comprennent bien le fond du problème, c'est que quel est le rôle joué là-dedans par ce que j'appelle la bande Bolloré? Monsieur Bolloré
Vous êtes en grande forme. Je ne sais pas ce qui vous a fait, Bolloré, mais... Déjà, je ne me suis jamais invité sur CNews, absolument jamais, alors que M. Pascal Praud m'avait dit que je serais invité 15 minutes tous les trimestres. Ça fait plus d'un an et demi que je ne l'ai pas vu. On a regardé chez nous, on a vu que comment s'appelle-t-il, Philippot a été invité 39 fois, et moi, 0. Il y a un petit problème. Pourquoi est-ce que M. Philippot est invité, pas moi, à votre avis ? Vous savez, moi j'ai un petit truc dans ma tête, c'est que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. C'est-à-dire que le problème, je vais revenir à Bolloré. Bolloré, sa famille... Ça serait bien qu'on avance, ça, quand même. Non, mais c'est important, c'est fondamental. Là, on touche... il n'y a qu'une seule personne en France, un seul responsable politique en France qui dit ça, c'est moi. Donc si les Français, ou alors les Français veulent rester benets, mais s'ils veulent comprendre le dessous des cartes, M. Bolloré, sa famille... En 2009, ils avaient une fortune de 2,1 milliards d'euros. En 2024, 15 ans après, de 11,1 milliards d'euros. Ça a été multiplié par 5. Et ce que je dis de Bolloré, on pourrait dire la même chose de Bouygues, de la famille Hermès, etc., dont des multimilliardaires. Et pas vous prenez quand même l'exemple de Bolloré. Oui, parce que lui, il a acheté, parce que la famille Hermès n'a pas acheté de médias. Donc si vous êtes M. Bolloré... Eh bien, il y a une chose que vous voulez surtout pas, c'est remettre en cause le schéma économique. Vous ne voulez surtout pas remettre en cause la libre circulation des mouvements de capitaux, la libre circulation des services, parce que c'est ça qui a fait sa fortune. Donc vous ne voulez surtout pas sortir de l'Union européenne, puisque ce sont les traités européens. Si je peux me permettre, peut-être que vous avez raison, j'en sais rien. Mais j'ai raison. Mais écoutez, je vous l'accorde, si vous voulez, mais c'est quand même un peu dur de s'en prendre qu'à Bolloré. Dans ce cas-là, Patrick Drahi... Mais c'est pareil. Dites-le. Oui, c'est pareil. Oui, mais la différence... C'est que CNews prétend... Les masses financières sont encore supérieures. Oui, je sais bien, mais la différence, c'est que CNews prétend donner la parole à tout le monde, ce qui est faux. Et CNews, jour après jour, passe son temps à focaliser l'opinion publique sur un seul et unique sujet, qui est la question de l'immigration. Au point même que M. de Villiers a fait une déclaration, j'ai vu ça hier, en disant qu'il faut signer sa pétition parce que c'est la dernière station, si j'ose dire, avant la guerre civile. Vous trouvez que c'est des propos d'homme d'État de dire ça ? Vous trouvez que c'est des propos d'homme d'État ? C'est-à-dire qu'on a un groupe qui... Je suis désolé. Réfléchissez au pourquoi du comment. Moi, j'ai créé un parti qui rassemble la droite et la gauche. Nous avons une minorité, la majorité des gens chez nous viennent de la droite. Mais on a aussi peut-être 30 ou 35% de nos adhérents qui viennent de la gauche. Du Parti communiste, de chez LFI, des gens qui ont quitté d'ailleurs, qui ont quitté ces partis quand ils ont compris mon message. Le message, c'est que je n'ai jamais dit que la droite et la gauche étaient pareilles. Je dis que nous sommes dans une situation absolument catastrophique de la France qui risque de disparaître et que nous devons rassembler tous les enfants de la France, y compris ceux d'origine récente, parce qu'il y a aussi beaucoup de Français d'origine immigrée qui viennent chez nous parce qu'ils sont nostalgiques de ce qu'ils pensaient être la France. Ça existe aussi. L'immigration, ça n'est pas uniquement les gens qui sont à Fleury-Mérogis. Eh bien, donc, il y a des gens qui sont là pour redonner à la France sa souveraineté et son indépendance. Et ça, justement, c'est ce que ne veulent surtout pas les oligarques qui gagnent énormément d'argent avec le système de la mondialisation. D'ailleurs, cette montée en puissance des oligarques, on la trouve partout. On la trouve aux États-Unis, on la trouve dans l'Europe. Vous savez qu'il y a de plus en plus de multimilliardaires et au même moment, vous avez une dégradation du niveau de vie des classes moyennes. On est dans une situation qui est un peu comparable, excusez-moi de le comparer, avec Xi Jinping ou avec Poutine. Quand Poutine a succédé à Yeltsin, il avait des oligarques qui avaient mis la main sur le pays. Et il a fallu qu'ils se battent contre les oligarques. Mais là, on a la même chose. On a des oligarques qui ont mis la main sur la France et qui, à partir de là, laissent mener une politique qui, en fait, a pour conséquence de détruire le pays. Mais comme il voit bien que ça bouillonne, eh bien, on focalise sur un seul sujet. Vous ne verrez jamais M. Zemmour, par exemple, ou M. Philippe de Villiers faire une pétition sur la lutte contre les délocalisations, sur la sortie de l'Union européenne, sur l'alignement complet sur l'OTAN, notamment au Moyen-Orient, sur l'affaire, la politique gaullienne au Moyen-Orient vis-à-vis d'Israël, on en est où, sur l'affaire de l'Ukraine, etc. Là, c'est un silence radio sur la libre circulation des services, etc. Tout ce qui fait la fortune. Alors, je suis d'accord, il n'y a pas que Bolloré, il y a Drahi, etc. Ça, c'est certain. Et c'est la raison pour laquelle, comme moi, je suis celui qui dit ce que les Français ne doivent pas savoir, c'est la raison pour laquelle
Je suis dans un cul de basse-fosse médiatique, sauf... Merci, ça fait toujours plaisir. Non, sauf, j'allais dire, attendez, je ne vous ai pas traité de cul de basse-fosse. J'ai dit dans un cul de basse-fosse médiatique pour les médias messés, sauf, vous m'avez interrompu, sauf quand je suis reçu dans des médias alternatifs, ou d'ailleurs, si vous me recevez, c'est vous savez que ça fait des vues. Et que vous êtes bien traité. Et que je suis bien traité. On va passer à l'actualité internationale, si vous le voulez bien, François Asselineau. Ah non, pas François Fillon. Pourquoi pas? Alors on va commencer évidemment avec Emmanuel Macron qui met un point d'honneur à s'agiter sur la scène internationale quand il s'agit de l'Ukraine. Vous le savez, beaucoup considèrent qu'il s'agit là uniquement d'une diversion. Est-ce que vous voyez d'autres desseins pour Emmanuel Macron sur cette question? Écoutez, moi je crois que Macron, il est quand même un peu... Je ne sais pas comment vous dire. Moi, je pense que Macron... Enfin, ça va être difficile d'être Macron. Hein. D'abord, il y a beaucoup de monde dans sa tête en même temps. Je pense quand même qu'il ne peut pas ne pas être affecté par la situation dans laquelle il se trouve. Lui-même et son couple sont la risée du monde entier. Il est considéré comme tricard dans l'ensemble du monde entier. Les derniers sondages lui donnent 16% d'avis favorables. Et à mon avis, ils ont été redressés. À mon avis, c'est même pas là. Donc, il est dans une situation qui n'est pas très favorable. En plus de ça, vous savez que les gens qui l'a attiré sont à son image. Vous savez, qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà. Nous, à l'UPR, par exemple, les gens sont souvent à l'image de ce que je suis, c'est-à-dire honnête, droit. Voilà, parfois peut-être un petit peu maladroit parce que pour affirmer nos convictions, mais nous avons des convictions parce que nous sommes des hommes libres. Bon, lui, il attire quoi? Il attire des requins en affaires, il attire des hypocrites, des faux culs, etc. Enfin, il est entouré. Mais c'est ça, en fait. La bande à Macron autour de lui, c'est quoi? Ce sont des gens... Regardez, je le disais tout à l'heure, des gens comme Bruno Le Maire, comme Édouard Philippe, comme... comment s'appelle-t-il? Darmanin, ou comme Le Cornu. Ce sont des gens qui ont poignardé dans le dos François Fillon pendant la présidentielle de 2017 parce qu'ils avaient bien vu que les médias servaient la soupe de Macron. C'est-à-dire qu'ils se sont mis tout de suite au service de cette oligarchie, en fait. Donc ce sont pas des gens qui défendent la France, ce sont des gens qui défendent leurs pommes. Monsieur Le Cornu, il est le cornuiste. Voilà, comme M. Wauquiez est wauquiésien, comme M. Philippe est philippiste, comme M. Attal est attalien, comme M. Macron est macroniste. Ce sont des gens qui ne voient qu'au seul prisme de leur personne. Donc Macron, le problème que quand vous êtes entouré par des gens comme ça, lorsque les bonnes fées vous sourient, médiatiques, politiques, alors là, il y a du monde. Mais lorsque d'un seul coup, l'opinion se retourne, et puis vous avez vu qu'il y a quand même maintenant l'oligarchie qui a pointé le pouce vers le bas, parce que les gens sont quand même inquiets de ce qui se passe, je pense que Macron est en fait de plus en plus seul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fini par choisir Le Cornu, qui est l'un des rares, finalement. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu, il y a des rumeurs de presse, des proches de Macron à l'Élysée qui disent c'est la dernière cartouche. Bon, pour rigoler l'autre jour, c'était chez je sais plus où, j'avais dit, je crois que c'était chez Toxin, j'avais dit, il en reste encore une, il va peut-être nommer Madame Brigitte Macron comme Premier ministre, ça serait voilà, ou Mimi Marchand, enfin c'est vraiment le dernier cercle. Bon, donc il est dans une situation qui est extrêmement difficile. Alors, il essaye d'exister par ailleurs, il essaye de trouver des dérivatifs, mais tout le monde sait bien que les Français, en règle générale, ne s'intéressent pas beaucoup à la politique internationale. Ils s'y intéressent quand ça risque de les mettre en cause directement. La guerre en Ukraine, il y a quand même beaucoup de Français qui s'aperçoivent qu'on envoie des dizaines de milliards d'euros, qui s'aperçoivent que Macron est complètement dingue puisqu'il voudrait presque envoyer des soldats français. Enfin, c'est dramatique. Et là, je reconnais que à l'intérieur de l'Union européenne, je reconnais qu'il y a des gens qui sont quand même moins dingos. Par exemple, Madame Meloni, qui par ailleurs a augmenté le nombre d'immigrés beaucoup plus que Draghi, soit dit en passant. Mais sur ce sujet-là, Madame Meloni, elle est quand même moins dingo que Macron. Elle refuse d'envoyer quelque armement ou quelque contingent que ce soit en Ukraine. Mais donc Macron, il lance ça, mais
si vous voulez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a plus les moyens. Moi, ce que je pense, c'est que son seul objectif maintenant, c'est comme une monade leibnizienne, c'est de durer. Voilà. Il essaie de durer jusqu'à la présidentielle. C'est pas un très grand objectif. En tous les cas, il a quand même lancé cette idée de coalition des volontaires avec, parmi les propositions, cette force de réassurance, donc une proposition de soldats qui seraient aux frontières pour vérifier la bonne tenue. Alors, après un cessez-le-feu, c'est-à-dire un peu après la bataille, c'est le cas de le dire. Je vous propose quand même d'écouter Vladimir Poutine qui réagissait à ces propos. Quant à la présence éventuelle de contingents militaires en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'implication de l'Ukraine dans l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent dans ce pays, surtout maintenant, au moment où des combats sont en cours, nous partirons du principe qu'elles seront des cibles légitimes à détruire. Bon, on voit bien quand même que Vladimir Poutine est, à mon avis, j'imagine, dubitatif à l'idée que ça se fasse, mais pour autant, il y a quand même une mise en garde qui est très nette. Est-ce que vous avez peur qu'Emmanuel Macron fasse d'un seul coup déraper un peu cette situation? Oui. Oui. Pouvez-vous développer? Je sais pas, parfois les gens disent que je bavarde trop, donc non... je suis comme tout le monde, enfin je suis comme tout être sensé, raisonnable, qui réfléchit par lui-même. C'est que, si vous voulez, il y a évidemment toute une série de garde-fous autour de ça. Le premier d'ailleurs des garde-fous, c'est qu'on n'a plus d'argent, qu'on n'a plus d'armes. Bon, c'est pas moi, c'est d'ailleurs Monsieur de Villiers, pas Philippe, mais Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, qui a dit « La France ne peut plus gagner une seule guerre ». Parce que pour un ancien chef d'état-major des armées, je trouve quand même que c'est une déclaration qui, à mon avis, dont il aurait peut-être pu se passer. C'est pas très chic. Vous imaginez un pays dans le monde entier dont l'ancien chef d'état-major des armées claironne à qui le veut l'entendre qu'on ne peut plus gagner une seule guerre. Bon, mais il y a quand même du vrai dans ce que dit Pierre de Villiers, c'est que tout le monde sait que notre armée, elle a été très atteinte par des années de vaches maigres. Et actuellement, on est en train de la reconstituer, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Et donc, moi, je ne comprends pas. Macron n'a pas vraiment les moyens. Il n'a pas les moyens financiers, il n'a pas les moyens militaires, il n'a pas les moyens politiques de faire ça. Donc, il est dans l'incantation, je pense. Voilà. Et puis, je sais pas. On est dans une espèce de politique irréelle, en définitive. Alors que vous avez effectivement des gens comme Vladimir Poutine, lui, c'est clair et net. Vous relevez, la France n'a plus la capacité de gagner une guerre. C'est pas moi, hein, c'est Pierre de Villiers. J'entends, c'est Pierre de Villiers. Pour autant, on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui soient capables de gagner une guerre. Parce que finalement, on n'arrive plus à les terminer, ces guerres, précisément parce que personne n'arrive à les gagner. Aujourd'hui, la Russie, certes, a l'avantage sur le terrain militaire. Pour autant, la guerre continue. On va parler un petit peu plus tard de la question proche-orientale. Comment vous voyez ça? Ce que je vous propose peut-être, avant de vous donner la parole, c'est d'écouter tout de suite Trump, qui, lors de son voyage en Grande-Bretagne, parlait justement de cette guerre en Ukraine qui n'en finit plus. Nous avons résolu des guerres qui étaient insolubles, des guerres qui ne pouvaient pas être négociées ou réglées. Nous en avons réglé, les États-Unis en ont réglé 7. Celle que je pensais être la plus facile à cause de ma relation avec le président Poutine, mais il m'a laissé tomber. Il m'a vraiment déçu. Ça allait être la Russie et l'Ukraine. Mais nous verrons comment ça se termine. Mais cela s'est avéré être, je pensais que ce serait peut-être la plus simple du groupe. Mais nous avions réglé à peu près tous les conflits. Et comme vous le savez, nous travaillons très dur sur Israël et Gaza. Tout ce qui se passe là-bas, c'est complexe, mais ça va se faire. Tout va se régler. Tout va se régler correctement. Et de même, la Russie et l'Ukraine vont se régler. Mais on ne sait jamais avec la guerre. Bon, il y a beaucoup de méthodes couées, mais toujours est-il que le président Trump, force est de constater qu'il a fait campagne sur le fait qu'il rétablirait la paix en 24 heures. Ensuite, il l'a annoncé pour le début de son mandat. Ensuite, il fallait 100 jours. Ensuite, Bon, toujours est-il que le président Trump n'arrive pas à régler le problème de la guerre en Ukraine, alors même que les États-Unis ont pris une part non négligeable, euphémisme, dans le déclenchement de cette guerre. Donc, quelle est la question? Pourquoi? Mais je pense que le problème de Trump, c'est pas tellement qu'il est en guerre contre Poutine, c'est qu'il est en guerre contre l'État profond américain, euro-atlantiste. Parce que, si vous voulez, Macron, Merz, Starmer,
Pourquoi ces trois personnalités font la coalition? C'est quoi pourquoi? Enfin, les Français comprennent pas. C'est quoi, nous, notre intérêt à envoyer des soldats en Ukraine dont tout le monde se contrefiche, dont on nous expliquait il y a encore 5 ans ou 6 ans que c'était l'État le plus corrompu de la planète, ce qui est vrai en plus, et qui est cet État qui a appartenu à l'Empire russe. Donc pourquoi? C'est ça. C'est que derrière, il y a une oligarchie, il y a un État profond, il y a une pensée stratégique qui consiste à vouloir démolir la Russie. Bon, je l'ai expliqué maintes fois, il y a un projet de démantèlement de la Russie. Et donc Trump, là-dedans, c'est pas tellement contre la Russie qu'il se bat, c'est contre cet État profond qui lui interdit de reconnaître la réalité, c'est-à-dire que c'est l'OTAN qui a perdu. Bien sûr que cette guerre n'en finit pas. Mais on a affaire à quoi? On a affaire à la Fédération de Russie d'un côté, un petit peu aidée par la Corée du Nord, sans doute un petit peu aussi par l'Iran, pour des drones, un petit quelque chose peut-être par la Chine, mais fondamentalement c'est la Russie. Face à ça, on a une coalition de 31 États, dont les États-Unis d'Amérique, et puis dont les deux puissances nucléaires, la Grande-Bretagne et la France. Et 31 États. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur un front qui est étalé sur une distance qui est à peu près l'équivalent de Strasbourg à Hendaye. Est-ce que vous vous rendez compte quand même le choc que ça fait pour la Russie? Ils ont tenu bon et c'est pas moi qui le dis, c'est Viktor Orban. Orban a vu les Russes récemment et il a dit que les entretiens qu'il y avait eu entre Trump et Poutine, semble-t-il, c'est ce qui se serait dit à Anchorage. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, c'est Orban qui l'a dit. Ces entretiens auraient convenu que Trump aurait convenu, petit 1, que la Russie avait gagné la guerre et que donc l'OTAN, la coalition, l'avait perdu. Petit 2, que la solution du conflit, c'était un partage tripartite de l'Ukraine, avec la Crimée, plus l'ensemble du Donbass, qui resterait définitivement acquis à la Russie, le centre de l'Ukraine, qui serait démilitarisé, neutralisé, qui n'entrerait pas ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne, qui serait une espèce d'État tampon, et le nord-ouest de l'Ukraine actuelle, c'est-à-dire qui fait la frontière avec la Pologne, donc dans le nord-ouest, du côté de Lvov, qui, elle, serait sous influence occidentale. C'est ce que Viktor Orban a dit de ce qu'étaient les conversations que Trump aurait eues avec Poutine. Sauf que vous avez M. Macron, M. Merz. C'est pas tellement Macron en l'espèce. C'est les forces qu'il y a derrière Macron, Merz, etc., que connaît Trump. Et Trump, il sait bien qu'il n'a pas les mains libres. Enfin, moi, ce qui est au-delà d'ailleurs de cette affaire ukrainienne, on voit bien que Trump n'a pas tous les pouvoirs. Regardez ce qui s'est passé avec le bombardement par Israël du Qatar. C'est inouï, cette affaire. Donc les forces armées israéliennes qui ont bombardé avec des tirs ciblés au Qatar sur les négociateurs. Enfin, c'est incroyable. Et d'après les échos de presse qui circulent venant des États-Unis, Trump aurait dit qu'il s'était fait qu'il s'était fait baiser par Netanyahou sur ses affaires. Et qu'il ne peut pas réagir. Et là, je vois que les États-Unis viennent de nouveau de mettre leur veto à la demande d'un cessez-le-feu à Gaza. Ça veut dire que Trump... Enfin, on peut se raconter des histoires, mais moi, j'aime bien dire je considère que mon devoir de responsable politique, c'est de dire aux Français la vérité. La vérité, c'est que Trump ne maîtrise pas tout l'appareil d'État aux États-Unis et qu'il est obligé comment dirais-je, de négocier en sous-main ou de consentir à des forces qui poussent, par exemple, à ce qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu à Gaza et, par exemple, qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu en Ukraine. Mais il va pas le dire. Il va pas dire, Trump va pas dire, excusez-moi, je suis pas de me mettre à mort, j'ai toute une série d'administrations ou de forces en présence qui m'empêchent de parvenir à une solution avec Poutine. Donc, il rejette sur Poutine la charge de l'absence de règlement. Mais ce qu'il a bien compris, c'est là où cette affaire devient insoluble, c'est que Poutine ne cédera pas.
D'abord parce que Poutine, il n'a pas 16% de satisfaction comme Macron. Il a 85% de satisfaction en Russie. Et parce que pour les Russes, c'est une question vitale, puisque la vraie question qui se cache derrière la guerre en Ukraine, c'est en fait le démantèlement de la Russie ultérieurement. Je l'ai déjà expliqué 50 fois. C'est pas des propos de comptoir. Madame Victoria Nuland l'avait expliqué. Elle avait dit que la Russie était beaucoup trop grande pour tellement tant de richesses en hydrocarbures, de richesses minérales, etc. Donc, pour la Russie, ils ne peuvent pas être battus sur cette guerre, sinon c'est le début de la fin de la Sainte-Russie. Ce qui avait d'ailleurs failli exister, ce qui a failli se produire avec l'affaire de Boris Yeltsin. Les Russes reviennent de très loin sur cette opération. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme les Chinois savent que si la Russie sombrait, il serait ensuite le domino, parce qu'il y a les mêmes plans de démantèlement de la Chine en sous-entité étatique, qu'il y a en fait le résultat de cette guerre en Ukraine, c'est d'avoir jeté la Russie dans les bras de la Chine. Vous savez, moi je vois des pro-ukrainiens qui disent bravo, le résultat de Poutine, c'est d'avoir jeté la Finlande et la Suède dans les bras de l'OTAN. Oui, bon. Mais avoir jeté la Russie et l'Inde maintenant dans les bras de la Chine, puisque vous avez vu, l'Inde maintenant se rapproche beaucoup et de la Chine, ce qui est tout à fait nouveau. Il y a eu un événement qui a été très très important, qui a pratiquement passé inaperçu en France. Ça a été la réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai, où vous avez eu un nombre d'États. Alors, entre les États membres, les États observateurs, les États participants, il y avait quand même une trentaine d'États qui étaient là, représentant la majorité de la population de l'humanité. Et on a vu quelque chose qui était vraiment presque incroyable. C'est quand même Narendra Modi, le Premier ministre indien, se rendre en Chine et être accueilli en grande pompe et avoir des entretiens au plus haut niveau avec le président chinois, alors que tout le monde sait que ce sont les deux géants du monde en termes de population. C'est 1,5 milliard d'habitants. Ça fait les trois, c'est 3 milliards d'habitants. C'est déjà à soi seul à peu près 40% de l'humanité dans ces deux pays. Ces deux immenses poids lourds qui sont les deux géants de l'Asie et qui ont des conflits frontaliers irrésolus, que ce soit au Cachemire ou que ce soit dans l'Assam, et qui sont d'un seul coup arrivent à s'entendre et à s'entendre avec la Russie, mais c'est fondamental. Et dans toute cette histoire, l'Occident, voilà, c'est de moins en moins. C'est pour ça que j'en reviens, au sujet, la pyramide qu'il faut abattre. Ici, il faut que la France sorte de l'Union européenne et de l'OTAN pour que la France échappe à cette espèce d'entraînement vers le bas de l'ensemble de l'Occident qui est en train de s'effondrer, pour pouvoir renouer des relations avec les grands de ce monde. Est-ce que je peux faire un peu de pub, au passage ? Allez-y. Voilà, parce que je parle de l'effondrement de l'Occident. Vous attendiez tellement à ce que je vous dise non que... Non, l'effondrement de l'Occident, c'est la deuxième table ronde de notre université d'automne, qui aura lieu la semaine prochaine. Donc le samedi 28 septembre, à Valère, dans l'Indre-et-Loire, on a 2 tables rondes. Le matin, c'est sur la liberté d'expression, et l'après-midi, nous avons une table ronde sur l'Occident est-il en déclin et la France est-elle en voie de tiers-mondisation. Et on peut trouver les informations pour s'y rendre sur le site de l'UPR. De l'UPR, avec plein de personnalités. Il y aura Idriss Aberkane, Amélie Ismaili, John Logland, David Cozandet, Pierre-Alexandre Bouclet, Philippe Béchade, qui vont venir à cette université où on a déjà, au jour où je vous parle, on a déjà presque 600 inscrits déjà. C'est pas mal. Donc tout le monde est le bienvenu. Ça vous permettra de voir au passage que l'UPR se porte très bien et que nous attirons des gens de tous les horizons. On termine, si vous voulez bien, François Asselineau, avec les relations internationales. Vous avez évoqué tout à l'heure la politique gaullienne de la France sur le monde arabe et tout particulièrement sur la question du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez évoqué aussi cette volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est prévu pour ces jours-ci. Faut-il qu'il le fasse ou pensez-vous que ce n'est pas le bon moment ? Alors moi, j'ai toujours dit que c'était dans mon programme en 2011, mais j'ai pas pu être candidat. C'était dans mon programme en 2017, j'ai été candidat. C'était dans mon programme en 2022, j'ai pas pu être candidat. Ça sera dans mon programme en 2027 où je serai candidat. Il faut, sauf si entre-temps ça a été réglé. Il faut que la France reconnaisse l'État palestinien. Et on peut pas dire que c'est pas le moment parce que ça va.
La création de l'État d'Israël en 1948, la France a reconnu à juste titre l'État israélien en 1948. La déclaration de l'existence d'un État palestinien, c'est 1988, c'est à Alger que ça s'est passé avec le congrès palestinien, en exil à Alger. Depuis 1988, c'est bon, quoi. Il y a 140 pays du monde qui ont reconnu l'État palestinien sur 191 aux Nations Unies. Donc l'écrasante majorité de la population planétaire reconnaît l'existence de l'État palestinien. Alors, cet État palestinien, de quoi se constitue-t-il? Ça, c'est encore une autre affaire. Mais actuellement, l'autorité légitime, considérée comme telle par 140 pays du monde, dans Cisjordanie, ça se situe à Ramallah, et c'est le Fatah qui est... alors, le Gaza fait partie de cet État palestinien, mais vous savez que entre le Hamas qui est à Gaza et le Fatah qui est en Cisjordanie, c'est une guerre ouverte. Voilà. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait que la France reconnaisse l'État palestinien? Je signale d'ailleurs au passage qu'il y a des pays occidentaux qui ont reconnu l'État palestinien, y compris d'ailleurs au sein de l'Union européenne, comme la Suède. Pourquoi ça? Parce que je pense qu'il faut que la France revienne à ce qu'est son génie propre, c'est-à-dire essayer d'être un pont entre les oppositions et d'être quelqu'un qui dit le droit. Le droit aujourd'hui, le droit positif selon l'ONU, depuis les résolutions 242 du Conseil de sécurité de 1967 ou 335 de 1973, c'est que il doit y avoir une solution à deux États, avec Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État israélien et Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Ce que je dis. Je suis d'ailleurs le seul responsable politique à avoir dit, me semble-t-il, que Jérusalem... Moi, je suis d'accord avec Trump. Il faut que la France reconnaisse aussi que Jérusalem-Ouest est la capitale de l'État israélien. Parce qu'il faudrait être d'une mauvaise foi insigne pour douter que Jérusalem, c'est le point focal du monde juif. Mais il faut aussi tenir compte de l'État palestinien. Et je pense qu'il faudrait, entre les deux, avoir une zone tampon avec des casques bleus qui essaient de régler la question. Ce que je dis là, c'est ce qui est partagé par la grande majorité des États du monde. La France ne peut pas avoir un rôle de médiateur si on reconnaît uniquement l'État israélien et pas l'État palestinien. En même temps, rassurez-vous, la France n'a pas de rôle médiateur. Mais parce que l'un va avec l'autre aussi. C'est parce que la France est apparue ayant perdu son indépendance vis-à-vis de ces sujets. C'est-à-dire que maintenant, on a quand même eu le sentiment, depuis un certain nombre d'années, que la France était à la remorque des États-Unis d'Amérique par le truchement de l'OTAN, et donc outrageusement favorable à l'un des deux camps, c'est-à-dire au camp israélien. Et c'est d'ailleurs... Alors là, pour le coup, vraiment, là, si vous me posez cette question, je ne saurais pas quoi vous répondre. Je ne comprends pas quelle mouche a piqué Macron. Parce que Macron, quand il a décidé de reconnaître l'État palestinien, c'est depuis 8 ans qu'il est à l'Élysée. Pour moi, c'est la seule bonne décision qu'il ait annoncée. D'ailleurs... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est incroyable. C'est le seul succès diplomatique qu'on ait eu. Puisqu'il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies il y a 2-3 jours, où il y a donc 145 États, même un peu plus, qui ont approuvé une résolution proposée notamment par la France, justement, de cette reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'Angleterre, que d'autres États, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ont dit si la France y va, on y va aussi. C'est-à-dire que là, Macron, de façon un peu miraculeuse, il a lancé cette affaire. Alors, moyennant quoi en France, où on a une très forte communauté favorable à l'État israélien, et en fait favorable à la politique de Netanyahou, parce qu'il faut bien comprendre, là aussi il faut être nuancé, c'est comme sur tous les sujets, c'est comme sur l'immigration, c'est comme sur l'Ukraine, etc. Là aussi il faut être nuancé. Il y a une très forte opposition à Netanyahou en Israël. Et vous avez beaucoup de juifs israéliens. En ce moment, évidemment, il y a une espèce d'union sacrée face au conflit. Mais avant le 7 octobre, avant les attentats du 7 octobre, Netanyahou était sur un siège éjectable. C'est quand même un dictateur. C'est quand même quelqu'un qui s'est entouré de l'extrême droite israélienne. Alors justement, excusez-moi, mais il faut qu'on termine cette émission. Je voudrais vous proposer d'écouter très rapidement les déclarations de Bezalel Smotrich. C'est le ministre des Finances israélien. Et justement, il a fait référence à l'avenir pour Gaza. Entamer des négociations avec les Américains, je ne plaisante pas, car j'exige également que nous partagions les bénéfices tirés de la vente des terrains à Gaza, car nous avons dépensé beaucoup d'argent pour cette guerre. Et maintenant, sans plaisanter, nous avons terminé la phase de démolition, qui est toujours la première étape de la rénovation urbaine. Nous devons maintenant construire, ce qui est beaucoup moins coûteux.
Qu'est-ce que ça vous évoque, ces déclarations? Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça? Moi, je trouve que d'abord, c'est une extrême impudence. Et puis, c'est complètement irresponsable. De même que c'est... Parce que quand on entend ça, on se dit que ça va être bien beau de reconnaître un État palestinien, mais on se demande à peu près à quoi ressemblera cet État. Il restera quand même la Cisjordanie, qui est reliée quand même régulièrement. Cela étant, c'est vrai, vous avez raison, que le même Bezalel Smotrich, actuellement, pousse les feux sur la construction de plus de 3000 nouveaux logements en Cisjordanie pour couper en deux cette affaire. Donc ce qui est vrai, c'est que nous avons un État, l'État israélien, mais ça n'est pas nouveau. C'est depuis déjà la 242 de 67 dont je parlais tout à l'heure, qui refuse d'appliquer le droit international public tel qu'il est fixé par la communauté des nations. Voilà, donc on est face à ce problème-là. Alors je ne sais pas, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Tout le monde sait que c'est le conflit par excellence le plus difficile. Mais ce qui est certain aussi, c'est que il semble quand même que l'extrême droite israélienne pousse le bouchon vraiment trop loin, parce que derrière ce qui se cache là, c'est non seulement le vol des terres des Gazaouis puis le vendre à Longchamp, c'est quand même incroyable, mais c'est également, il est le partisan de Eretz Israël, du Grand Israël, c'est-à-dire cet État qui s'accaparerait l'est du Nil en Égypte, tout le nord de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le sud de la Syrie, et puis le Koweït, et puis tout l'ouest de l'Irak à l'ouest de l'Euphrate. Enfin, c'est au motif que il trouve le droit de propriété est écrit dans la Torah. C'est quand même complètement, on est dans une situation qui ne peut mener qu'à un conflit généralisé. Et si l'affaire de faire un parallèle, mais quand on vous entend parler d'Israël, on a l'impression d'écouter certains occidentaux qui parlent de Vladimir Poutine qui voudrait conquérir jusqu'à Paris. Est-ce que simplement, je fais l'avocat du diable, hein, François Asselineau, mais est-ce que, après le 7 octobre notamment, et son gouvernement franchement radical, Netanyahou ne cherche pas tout simplement à assurer la sécurité des Israéliens, qui pour une partie d'entre eux, en plus, vient d'autres pays, et c'est... est allé en Israël précisément pour être protégé. Alors la différence, je comprends le parallèle, mais là il y a quand même une grosse différence, c'est que vous heurterez à un bec pour trouver la moindre déclaration de Poutine ou de quelques responsables russes que ce soit qui dirait qu'il veut mettre la main sur l'ensemble de l'Europe occidentale. Ils en veulent surtout pas. Ils en veulent surtout pas. Ils veulent pas se ramasser des centaines de millions d'occidentaux qui sont pétris de woke culture, etc. Ça, ils en veulent surtout pas, hein, les Russes. D'ailleurs, Viktor Orban, il a bien, si ce qu'a dit Viktor Orban est vrai, Vladimir Poutine est d'accord pour que le nord-ouest de l'Ukraine soit dans le camp occidental. Hein. Donc, moi, je n'ai pas vu de la part de Moscou l'idée de vouloir envahir tout le monde. Alors que ce que je viens de vous dire, c'est pas un fantasme que je dis, c'est que tout le monde le sait, c'est que Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir également, c'est des ministres d'extrême droite, ils sont en faveur de ça. Par ailleurs, c'est vrai que l'État d'Israël a droit à la sécurité. Ça, tout le monde est bien d'accord. Mais actuellement, ce à quoi on assiste, c'est quand même un exode de juifs israéliens qui s'enfuient, qui vont s'installer à Chypre, au Maroc, etc., parce qu'ils ont le sentiment que ça va trop loin. Ils ont le sentiment que le gouvernement Netanyahou se heurte en fait à l'ensemble dans l'environnement régional et mondial bientôt. Parce qu'il est en guerre, il va bombarder l'Iran, il va bombarder le Qatar. Enfin, c'est quand même terrible ce qui s'est passé avec le Qatar. Parce que Netanyahou est en train de reforger autour du monde arabe. Si vous voulez, il est question, j'ai vu que les Émirats arabes unis envisageaient de rompre leurs relations diplomatiques avec Israël. C'est-à-dire qu'il y a eu patiemment, depuis des années, entre Israël et les pays du monde arabe. Et d'ailleurs, Trump l'avait favorisé lorsqu'il avait favorisé la reconnaissance d'Israël par le Maroc, etc. En échange de quoi Trump avait reconnu d'ailleurs la marocanité du Sahara espagnol. Donc il y a eu des gens qui ont essayé patiemment de tisser des liens diplomatiques entre Israël et son environnement régional. Et là, si vous voulez, s'il va bombarder tout le monde, ça va pas. Donc moi, ce que je crains, c'est que l'État d'Israël soit lancé dans ce que vous savez, les anciens Romains et les anciens Grecs appelaient la tragédie du monde, c'est-à-dire hubris et némésis. Hubris, la folie des grandeurs, qui est toujours suivie par némésis, la vengeance et l'effondrement. Hein, vous connaissez cette scansion de l'histoire que l'on peut appliquer à Napoléon, qu'on peut appliquer à Hitler. Ces gens qui ont d'un seul coup eu une espèce de folie des grandeurs, et puis qui se termine par un désastre national. Comme en France ?
comme en France, je ne sais pas si jamais on a eu la folie des grandeurs en France avec Macron, mais ce qui est certain, c'est que s'agissant de Macron, ça sera peut-être le mot de la fin, je ne sais pas, mais il faudrait vraiment qu'il dégage. Et là, de ce point de vue-là, il y a une responsabilité considérable de l'opposition et notamment du Rassemblement national. On ne peut plus. Même Jean-François Copé l'a dit. Même Jean-François Copé a dit qu'il fallait que Macron s'en aille. Lui, il a dit après les prochaines municipales. Bon, et là, on ne peut plus compter. Monsieur Macron est complètement carbonisé, complètement déconsidéré. Et chaque jour, chaque mois qui passe, on continue à s'enfoncer dans la dette, dans l'endettement. Ça, personne n'en parle trop, mais vous savez que depuis le début de l'année, on a encore augmenté la dette publique de plus de 100 milliards d'euros. On est dans un bateau qui est en train de s'enfoncer à toute allure. Il n'y a pas de redressement possible en France. D'abord, s'il n'y a pas Macron qui dégage. Et deuxièmement, si on ne sort pas de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, ça fait 18 ans et demi que je le dis. Il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent parce qu'ils constatent que les événements me donnent raison. Merci beaucoup François Asselineau d'être venu sur TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu. J'espère que vous avez déjà cliqué sur le pouce en l'air pour le dire. J'espère que vous avez mis votre petit commentaire juste en dessous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.